Bonjour, c'est Baptiste Guérin et vous écoutez Sens R, le podcast d'histoire de la page Il était une fois Sancerre. Aujourd'hui, nous allons parler comté. Non, pas celui qu'on met dans son assiette, je vous rassure tout de suite. Non, les comtés étaient, au Moyen-Âge, l'un des maillons les plus importants de la féodalité. Les comtes étaient de puissants personnages, régnant sur une ou plusieurs régions, tout en rendant hommage au roi de France. Certains étaient même plus puissants que lui. Aujourd'hui, je vous propose, dans ce deuxième épisode de Sens R, de vous raconter les événements qui ont mené à la création du comté de Sancerre. Alors pour commencer, je vous propose quand même de remonter le temps bien avant le Moyen-Âge, jusqu'à ma période préférée, l'Antiquité. En effet, c'est dans cette période que le titre de comte trouve son origine. En latin, on les appelait les comes, les compagnons. En effet, sous la République romaine et le début de l'Empire romain, ce titre désignait les personnes qui accompagnaient un magistrat, un préfet de province ou encore un empereur. C'est dans l'Antiquité tardive, à partir du IVe siècle, que le titre va doucement glisser vers ce que l'on connaît. D'abord, le comes va commencer à désigner certains membres permanents qui entourent l'empereur. Il va également désigner des personnes bénéficiant de charges territoriales importantes dans les provinces, en particulier civiles et juridiques, parfois militaires mais c'est mineur. À côté, le titre de dux, de duc, désigne à ce moment-là un vrai chef militaire, un meneur. Les deux titres ont donc finalement peu à voir l'un avec l'autre. Au 5e siècle, c'est là que nos titres se forment véritablement. Le comte et le duc possèdent tous les deux des pouvoirs civils, administratifs et militaires. La différence va se situer sur l'étendue du pouvoir. Le duc, avec son duché, couvre plusieurs comtés. Les comtes lui répondent donc finalement. Il y a une sorte de hiérarchie qui s'installe. Et petit à petit, c'est la féodalité qui va se mettre en place. Des comtés vont être créés et les comtes vont commencer à essayer de transmettre ce titre à leurs descendants, de même que les ducs. C'est maintenant que nous pouvons nous rapprocher de Sancerre. Au Moyen-Âge, Sancerre, c'est une vaste seigneurie qui couvre une partie importante du Nord-Berry, et elle est tombée dans l'escarcelle des comtes de Blois à peu près au XIe siècle. À partir des années 1100, les comtes de Blois prennent fortement en main le comté. Il semble que ce soit l'œuvre d'une femme, Adèle de Blois. Cette dernière, c'est une femme assez charismatique, une fille de Guillaume le Conquérant, excusez du peu. Elle gère seule le domaine de son mari Étienne-Henri de Blois. En effet, ce dernier est décédé en 1102 alors qu'il était en croisade. Et Adèle va gérer ainsi le domaine en attendant que ses fils soient en âge de succéder à leur père. Par la suite, c'est Thibaut, qui deviendra Thibaut IV de Blois, qui va prendre la tête de la maison, d'abord en co-gérance avec sa mère, c'est dire à quel point elle était charismatique et puissante pour son époque. En 1102, à la mort de son père, Thibaut IV est déjà comte de Blois, de Chartres, de Châteaudun, tout ça c'est dans notre région, mais également de Meaux, la ville de Meaux en Champagne, et évidemment seigneur de Sancerre. Ces domaines sont donc déjà vastes et il possède un pied dans la Champagne qui gravite dans sa famille depuis très longtemps. En 1125, son oncle Hugues Ier de Champagne, le frère de son père, se fait templier et lui lègue le comté de Troyes. Alors ça c'est génial pour lui parce que ça va lui permettre, avec les villes de Meaux et de Troyes en sa possession, de réunifier totalement le comté de Champagne. La famille des Blois-Champagne est donc à nouveau des plus puissantes. Cette famille elle est puissante par ses possessions, qui entoure pratiquement tout le domaine royal, mais elle l'est également par ses relations. Le frère de Thibaut, Étienne de Blois, va devenir comte de Boulogne, comte de Mortain en Normandie, également duc de Normandie, et il finira même roi d'Angleterre. Plus près de nous, son frère aîné Guillaume, déshérité pour des problèmes mentaux, épousera Agnès de Sully, la seigneurie de Sully-sur-Loire, avec qui il aura de nombreux enfants. Et puisque l'on parle mariage, Thibaut n'est évidemment pas resté seul. En effet, Thibaut va épouser Mathilde de Carinthie en 1123 ou 1125. Je dois admettre que là-dessus j'ai des informations un petit peu contradictoires. Ce qui est sûr, c'est qu'à une époque où on s'attend à voir des mariages d'intérêt, ce dernier m'échappe un petit peu. En effet, Mathilde était la fille du comte de Sponheim, et Sponheim c'est un ancien comté du Saint-Empire romain germanique en Allemagne actuelle. Donc il semble que ce soit Thibaut
qui ait envoyé des émissaires pour arranger ce mariage. Je ne m'avancerai pas trop là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mariage il sera très fructueux puisqu'ils auront ensemble au moins 10 enfants. 4 fils et 6 filles. Il y a d'abord Henri, puis Marie, suivi par un Thibaut, Isabelle, Étienne, Guillaume, et enfin 4 filles, Mathilde, Agnès, Adèle et Marguerite. Pendant que tout ce petit monde grandit, en 1137, Adèle de Blois, la mère de Thibaut, va trouver la mort à l'âge de tout de même 70 ans en ayant connu la majorité de ses petits-enfants. Survolons encore 15 années pour arriver en 1152. C'est le 10 janvier que la mort va venir cueillir Thibaut IV de Blois. Alors évidemment, avec 4 fils, il va falloir tailler une part pour chacun d'eux. Les domaines sont partagés entre Henri, Thibaut et Étienne. Guillaume, le dernier, de son côté, est entré dans les ordres et aura une belle carrière en tant qu'évêque de Chartres, archevêque de Reims. Henri, l'aîné, devient Henri Ier, comte de Champagne. Il obtient les possessions les plus à l'est de sa famille. Son cadet, Thibaut, devient Thibaut V, comte de Blois, de Chartres et de Châteaudun, et récupère les possessions de l'ouest. Quant à Étienne, il obtient Sancerre. Une des premières actions d'Étienne, ce sera d'élever sa nouvelle possession au rang de comté. Dans le royaume, personne ne viendra lui contester cette action. On peut d'ailleurs comprendre son envie de s'élever socialement au même niveau que ses deux frangins. Bien sûr, son comté n'est pas aussi vaste que celui de Champagne ou que celui de Blois, mais il est suffisant pour que cette élévation ne soit pas ridicule. Il faut d'ailleurs dire que dans le Berry, il n'y a que les vicomtes de Bourges et les princes de Déol qui peuvent se comparer à lui. Parmi les historiens qui ont étudié un petit peu Sancerre ou les amateurs qui se sont penchés sur le sujet, certains ont présenté l'arrivée d'Étienne à Sancerre comme celle d'un bâtisseur qui arrivait sur un piton plus ou moins abandonné. Alors cette image, elle n'a pas beaucoup de sens. D'abord, bien qu'il ne soit que le troisième fils de la maison de Blois, il est impossible qu'on ne lui donne comme terre et comme ville principale un lieu presque sans vie, quand ses deux frères récupèrent des villes majeures comme Blois et Meaux. De plus, au-delà de ces considérations, ça ne colle pas du tout avec ce que l'on sait de la ville de Sancerre à cette époque quand on se penche sur les chartes. En effet, Sancerre est déjà une ville importante. Elle a des nobles, une population nombreuse, elle produit déjà du vin évidemment, et on y dénombre déjà 6 églises, chapelles et prieurés. On sait également qu'il existait, avant l'arrivée d'Étienne, une tour du comte, parce qu'elle est citée dans une charte de 1136. Du reste, Sancerre est une ville plus ancienne. Elle a changé de nom sur la fin du XIe siècle, vers les années 1090, et au début du XIIe siècle, mais autrefois elle s'appelait Castrum Gordona, Château Gordon. Bon, peut-être que cette question vous fera un petit peu tiquer. Je n'élabore pas trop sur ce point, ce serait à la fois très long, et on y reviendra d'ici quelques mois ou années dans une publication un petit peu plus volumineuse. Une autre légende concernant Étienne, c'est qu'il serait le premier à avoir battu monnaie à Sancerre. Les monnaies, c'est toujours quelque chose de très important dans l'imaginaire féodal et de la puissance. Mais là encore, plusieurs chartes viennent battre en brèche cette idée. En effet, on trouve des évocations de monnaie de Sancerre dès les années 1098. Alors là, vous allez me dire que je détruis tout, que je casse tout. Étienne n'aurait-il donc rien fait ? Non, il ne faut pas aller jusque-là, c'est pas ce que je veux dire. Si l'idée qu'il fut le premier à battre monnaie s'est développée, c'est parce qu'il est le premier à avoir mis son nom et son titre dessus, et qu'on ne connaissait pas les chartes plus anciennes. En effet, avant lui, ces monnaies étaient anonymes, il n'y avait pas de nom véritablement dessus, à part Julius César, Jules César, qui était toujours au revers. Étienne Ier, il va faire écrire dessus Stephanus Comes, c'est le signe de son élévation. Stephanus, c'est son prénom en latin, Étienne, Comes, c'est son nouveau titre de comte. Et c'est aussi une belle illustration du pouvoir des monnaies, parce que sans les chartes, c'est un outil de propagande très puissant qui a duré jusqu'à nos jours. Sancerre est donc devenu un comté par la volonté d'un seul homme, Étienne, héritier d'une très puissante famille féodale, qui cherchait à s'élever au même niveau que ses frères. Il a hérité de Sancerre, une ville déjà importante qui tenait une place prépondérante sur la Loire. Les comtes de Sancerre seront batailleurs. Étienne Ier en est d'ailleurs un bon exemple. Ils se battront avec et contre le roi de France. La ville donnera refuge aux protestants face à la fureur catholique. Mais tout ça, c'est une autre histoire.
Merci à François Ploton-Nicolet, professeur à l'École nationale des chartes, pour la traduction de certaines chartes. Merci aux archives départementales qui permettent de consulter les chartes anciennes. Sancerre est le podcast d'histoire de la page Il était une fois Sancerre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez me contacter sur la page Facebook Il était une fois Sancerre ou directement dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à faire un don sur la page Tipeee. À la prochaine!